Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui sur la chaîne On en dit quoi? Nous recevons Jean-François Castel, documentariste. Salut Jean-François! Bonsoir! Tu t'intéresses au sujet du handicap et plus largement à l'humain depuis les années 90. D'abord en tant que photojournaliste, puis documentariste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours pro, en particulier sur le pourquoi de ce changement de cap entre la photo et le documentaire? Alors effectivement, j'ai commencé par la photographie de presse en l'occurrence, dans un premier temps autour de l'actualité française internationale, et assez rapidement j'ai poursuivi par traiter des sujets en prenant un peu plus de temps sur des périodes de 6 mois ou 1 an, et un peu plus tard sur des sujets complètement immersifs où là je passais 2-3 ans. Ce que j'ai fait sur un des sujets, un d'entre eux qui s'intéressait à des Français voyageant à roulotte et à cheval, décroissant un petit peu avant l'heure, en tout cas c'est pas le mot qu'on a utilisé à ce moment-là, on est dans les années 90, on parlait plutôt d'alternatifs. Donc voilà, c'est un sujet photo qui a été très largement publié à travers le monde et exposé, beaucoup en Asie d'ailleurs aussi. Et donc j'ai fait un livre de cette aventure, de ce parcours photo qui a duré 3 ans. Et au moment de la sortie du livre, je l'ai largement présenté à la presse aussi sur des plateaux télé. Et c'est à ce moment-là que la chaîne Equidia venait de se monter. Et en l'occurrence, je présentais ce jour-là le livre sur le plateau d'une des émissions de la chaîne. Il y avait le directeur de l'antenne qui a entendu parler de l'histoire, qui a vu des photos et qui est venu me voir à l'issue du plateau pour me demander si j'étais partant pour faire la même chose en documentaire pour la télé. Voilà. Donc comme là mené un peu sur un plateau, évidemment j'ai saisi la perche, puisqu'il y avait cette envie-là depuis quelques années aussi de me servir de ce stylo magique avec une caméra qui fait du son et de l'image animée. D'accord, donc en fait, tu as commencé effectivement par la photo, et puis ton premier documentaire, ça touchait le nomadisme finalement avec les roulottes. Et d'ailleurs, tu as fait plusieurs documentaires après sur le thème des roulottes. Exactement. Mais on va revenir un petit peu sur ton travail d'aujourd'hui, donc le travail de documentariste. Moi, je dis que tu es un peu le couteau suisse du documentaire. Tu trouves tes sujets, tu écris le synopsis de tes films, tu cherches tes financements, tu réalises tes prises de vue, tes prises de son. Tu fais également le montage et parfois le sous-titrage. Alors en parallèle, tu as créé 2 structures associatives, c'est Hors Champ contre Champ et les Films du Rocher, qui sont aussi des espaces de rencontre, de réalisation et de production de films documentaires. Alors question toute bête, pourquoi as-tu monté des structures de production associatives ? Alors associative parce que je voulais pas tomber dans la grosse structure de monter des sociétés de production. L'idée était d'avoir des structures qui me permettent de faire vivre des films justement quand ils s'inscrivent pas dans des systèmes de production classiques. D'accord. Donc des films qui n'ont pas forcément des diffuseurs derrière, qui sont pas donc soutenus par des chaînes, mais que j'ai envie et que j'avais envie de faire vivre quoi qu'il arrive. Donc d'où l'idée de structure associative pour les accompagner, ces projets-là. D'accord. Et puis du coup, c'est peut-être un moyen de rester un peu plus libre aussi. Aussi, c'est vrai. Ouais. D'accord. Donc merci pour cette clarification. Donc on va parler maintenant ensemble d'un sujet qui m'intéresse particulièrement moi, c'est le handicap. À ce jour, tu as tourné 6 films quand même sur le sujet. Le premier, Shetland Circus, tourné en 2005, met en scène un groupe d'adultes déficients mentaux. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à documenter la différence
Est-ce que c'est le hasard des rencontres ou une histoire de vie plus personnelle? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est tout à fait le hasard des rencontres, puisque en l'occurrence, donc, Shetland Circus, c'est l'histoire de déficients mentaux, du foyer occupationnel de Tressé. Et en fait, c'est la Mongolie qui m'a amené vers la différence. D'accord. Sans y voir aucun jeu de mots. Oui, la Mongolie, on est bien d'accord, le pays. Le pays, ouais. Pas le mongolisme. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et voilà, je préparais un film autour de la Mongolie. J'accompagnais un ethnomusicologue voilà, sur différentes activités, et c'est comme ça que j'ai rencontré finalement Shetland Circus. Non, c'est plutôt dans le sens inverse. Inverse, excuse-moi. Non, en fait, c'est grâce à ces personnes déficientes mentales qui finalement s'intéressaient à la fois au cheval et en même temps avaient envie de tourner quelque chose qui parlait de la Mongolie. Au départ, l'idée c'était pas d'y aller en Mongolie. Exactement. Et du coup, ça t'a amené vers la Mongolie, c'est ça? Exactement. Puisqu'en fait, quand j'ai rencontré Shetland Circus, cette troupe de spectacles équestres, ils venaient de terminer un premier spectacle et préparaient le deuxième. Donc le premier, c'était autour du Mexique, si je me souviens bien, et il préparait le deuxième autour de la Mongolie. Donc ça voulait dire musique mongole, habits traditionnels mongols, petite scénographie avec les Shetland, ça ne changeait pas trop, que ce soit à Mexique ou en Mongolie, c'était toujours la même révérence pour les chevaux, les poneys. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré donc l'ethnomusicologue qui ensuite m'a amené en Mongolie. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, c'est ça, parce que tu as tourné 2 films qui ont été primés d'ailleurs à nombreuses reprises, notamment sur les chants diphoniques mongols. Donc à découvrir absolument. Donc je mettrai de toute façon tous les liens pour nos auditeurs sur le descriptif de ce sujet qu'on tourne aujourd'hui. Donc ce premier film, donc Shetland Circus, a fait l'objet d'une suite aussi, qui a été tournée 6 ans plus tard, en 2011, qui s'appelle Shetland Circus, : du rêve à la réalité. Et récemment, tu as aussi tourné 2 films, traitant cette fois de l'infirmité motrice cérébrale, avec de nouveau les mêmes personnages. Capitaine Fantastique, en 2019, et Gilles l'Irréductible, l'Odyssée d'un tordu, en 2021. Est-ce à dire que pour toi, il est difficile en tant que réalisateur de te séparer de tes personnages? Est-ce que c'est pas le tribut à payer quand on filme le réel finalement? Peut-être. Pour revenir sur Shetland Circus et faire le parallèle, là, en tout cas, en l'occurrence, c'est que l'histoire était trop belle, puisque, en fait, Daniel Joly, qui était l'éducateur spécialisé cheval, qui les amenait dans cette histoire, les amenait cette fois-là en Mongolie, donc il fallait absolument forcément les y accompagner pour clore ce chapitre de travail pour eux et cette aventure filmique pour moi. Dans l'aventure de Gilles, s'il y a eu un deuxième film, c'est parce qu'aussi il y avait d'autres choses à raconter intéressantes, et que j'avais fait une promesse à Gilles une fois le premier film terminé, et que je voulais pas le laisser dans une position un peu délicate à la fin du premier film. Donc je me souviens comment as-tu dit Oui, je disais que est-ce que c'était difficile pour toi en tant que réalisateur de te séparer de tes personnages? Parce que c'est vrai qu'on a cette impression-là, en fait, que quand on tourne des documentaires, finalement, on crée des liens qui sont un peu indéfectibles, et que, alors, ça peut créer des amitiés, mais ça crée surtout des choses très fortes, puisque tu parlais d'immersion tout à l'heure. Et c'est vrai que l'immersion, c'est aussi une partie de toi que tu laisses avec tes personnages. Donc, est-ce que la séparation est parfois plus difficile? Est-ce que ça t'habite pendant plusieurs années? Est-ce que tu y reviens des fois ou pas? Ou est-ce que tu gardes des liens avec tes personnages au-delà des films que tu tournes? En fait, c'était ça ma question. Là, en l'occurrence, avec le film de Gilles, c'est vrai que c'était un peu délicat, un peu difficile de poser la caméra au moment où Gilles avait encore besoin de beaucoup de soutien. Voilà. Après, c'est sûr que tous les films que je tourne, c'est des coups de cœur. Donc c'est forcément des histoires qui m'intéressent, des gens qui me touchent et avec qui je deviens souvent ami, voire très ami, voire carrément famille aussi. Donc voilà. Bon, c'est vrai que je suis un peu bien placée pour savoir à quel point les tournages de ces 2 derniers films sur Gilles a été riche, puisque Gilles, je le rappelle à mes auditeurs, c'est mon mari et que j'ai
j'ai eu la chance donc d'être une des protagonistes de ces 2 films et que notre amitié tous les deux avec Jean-François n'en a été que renforcée. Et je voulais d'ailleurs que tu reviennes un peu plus précisément sur ces 2 films, justement le pourquoi du tournage et les péripéties de cette aventure plutôt singulière, notamment la rencontre entre Gilles et Mathieu. Enfin, qu'est-ce qui a fait que ce film est né, le premier film déjà, Capitaine Fantastique, et voilà, et le pourquoi de la suite. Donc sans tout spoiler, mais je te laisse dire ce que tu en penses toi. C'est un petit peu la punchline entre guillemets que je raconte au début de Gilles l'Irréductible, c'est que moi je faisais des documentaires et Gilles a toujours voulu faire un film de sa vie. Donc on était vraiment fait pour se rencontrer et Gilles se raconter, et c'est vrai que l'histoire est partie à partir de là. Et puis aussi il faut remettre les choses à leur juste place. C'est que j'ai d'abord travaillé pour l'association Barre et la Différence, qui est l'association de Gilles et Agnès. Ils m'avaient demandé pendant plusieurs années, chaque été, de faire un court-métrage. Ils avaient développé une série qui s'appelle Voile et Différence, où ils invitaient chaque année donc une jeune personne différente. Alors il y a eu une personne non-voyante, il y a une jeune femme atteinte de trisomie, une autre de trouble 10. Et c'est comme ça qu'on a rencontré le petit Mathieu, en fait, qui avait le même handicap que Gilles, donc invalide moteur cérébral. Voilà. Alors c'est vrai que l'histoire du film avec Gilles, elle a été là dès le début, dès le premier film tourné qui était autour de l'autisme. On en a parlé assez rapidement, je crois me souvenir, autour d'un 2013. Autour d'un repas, d'un repas partagé, arrosé. Donc voilà, moi j'ai commencé à y réfléchir. J'ai pas écrit tout de suite, on en a reparlé. J'ai écrit plusieurs synopsis, et au moment où on a rencontré Mathieu, moi je me suis dit qu'il y avait vraiment une carte à jouer. Ouais. Et voilà, il y a les chaînes bretonnes ont suivi sur ce projet-là, écrit autour de la rencontre entre Gilles et Mathieu. Et voilà, le tournage a démarré comme ça. C'est ça. Alors donc c'est vrai que Mathieu donc est infirme moteur cérébral comme Gilles, et c'était un petit peu le grand infirme moteur cérébral avec le petit, et donc le sorte de passage de relais. Au départ, ça c'était le synopsis de départ, mais ça s'est passé un petit peu différemment, et c'est justement pour ça qu'il y a eu 2 films. Mais là on va pas aller plus loin, là, les gens découvriront puisqu'il y a le film est sorti, les 2 films sont sortis maintenant. Capitaine Fantastique vient d'être primé d'ailleurs comme meilleur film sur le handicap par la chaîne RTBF en Belgique. Donc c'est quelque chose à découvrir. Il y a un DVD qui vient de sortir avec les 2 films et 30 minutes de bonus. Donc on va pas en dire trop. Et nos auditeurs, je leur laisse découvrir ces 2 films formidables. Mais c'était pas la première fois que tu traitais le sujet de l'infirmité motrice cérébrale. Ta rencontre de réalisateur avec ce type de handicap moteur s'est faite avec Olivia en 2008 dans un film qui s'appelle Voyage au cœur du monde. Encore une sacrée aventure dont tu vas nous parler. Et une fois encore, tu es toujours en contact et même ami avec Olivia et son mari, encore une fois, de l'immersion. Mais parle-nous un petit peu de ce film que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, c'est une sacrée aventure parce que c'est un tour du monde. Donc c'est pas rien, c'est un tour du monde. Donc Yves et Olivia, c'est un couple de cyclistes assez sportifs, et je les ai rencontrés au moment où ils préparaient ce tour du monde, qui était un premier voyage partagé de tous les deux. Yves avait déjà plusieurs tours du monde à son actif en solo, et là donc il partait pour un tour du monde de 2 ans, 36 000 kilomètres, donc sur tous les continents, et il commençait ce périple-là par l'Amérique du Sud, et il se trouve que Olivia était une enfant adoptée en Colombie, et donc il y avait vraiment ce chemin initiatique aussi, un peu d'aller à la recherche de ses origines génétiques. Et donc après avoir traversé l'Argentine, le Pérou et bien d'autres pays, ils sont arrivés en Colombie, où j'ai accompagné donc également Olivia sur l'hôpital et les services sociaux pour aller à la recherche donc de sa mère génétique. Ouais. Voilà. Ouais, je crois qu'elle n'a pas retrouvé.
Non. Non, malheureusement, mais je pense que ce chemin, effectivement, pour elle a été très important, c'est-à-dire d'aller au bout de ses démarches et de pouvoir peut-être plus facilement après, pourquoi pas faire le deuil, même si sa famille d'adoption, tout va bien avec sa famille d'adoption, mais malgré tout, on sait bien que pour les enfants adoptés, la recherche des origines est quelque chose de très très important. Donc enfin, encore un film que moi j'ai énormément aimé, enfin je crois que je les ai tous aimés de toi, donc voilà. Et moi, je veux parler maintenant avec toi d'un film particulier qui est sorti en 2014, et c'est justement ce film qui nous a permis de nous connaître et de travailler ensemble toutes ces années. Il s'agit de Il fait son cinéma. Alors, c'est un nom particulier, un prénom particulier, mais c'est un jeune garçon autiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce film, et une fois encore de nous parler de tes liens avec le jeune maintenant, qui est devenu grand, et ses parents aujourd'hui? Alors, Il fait son cinéma, c'est l'histoire d'Ilé. À l'époque, il a 7 ans, 8 ans. Alors, je le rencontre très tôt. Il a 4 ans et il n'est pas encore diagnostiqué autiste, puisque son père est un ami proche. Ses parents sont des amis proches, donc voilà, on les rencontre au moment où ils rentrent du Brésil. Géo est brésilienne, ils ont 2 enfants, Merlin qui a 3 ans de plus qu'il est, et qui parle pas encore, mais bon, il a 4 ans, il a un peu de retard. Enfin, bon, ses parents veulent pas forcément voir non plus cette différence-là. Voilà. Et puis, au moment, quelques années plus tard, ils ont beaucoup voyagé en France. Ils sont allés s'installer un petit peu à Genève. Ils reviennent dans la région en Bretagne. Il a été diagnostiqué autiste, et donc là, on démarre le tournage de ce film-là. Et c'est un petit gars qui a appris à parler avec les dessins animés et les bonus des dessins animés. Donc c'est vraiment son truc, les dessins animés. Il est fou dingue de dessins animés. C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez certains autistes avec des intérêts restreints comme ça, et lui c'est vraiment l'animation, les dessins animés, voilà. Et donc on a eu la chance de pouvoir intégrer dans ce projet de film un studio d'animation rennais qui l'a accompagné pour faire un court-métrage. Et donc voilà, ce film Il fait son cinéma finalement raconte pendant une année le travail d'Ilé une fois par semaine, accompagné d'une art thérapeute et une personne dont le métier est l'animation, qui l'accompagne sur la réalisation de ce court-métrage. C'est ça. Et nous, c'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à Ilé, puisque Ilé aussi, en dehors d'être fan des dessins animés, aimait beaucoup l'eau, tout simplement l'eau. Il allait beaucoup à la piscine avec son papa, c'était vraiment un élément où il se sentait à l'aise, et l'autisme, on sait que par moments, les éléments, quand on se sent à l'aise dedans, on en profite, et donc le papa d'Ilé avait souhaité faire de la voile avec nous, barrer la différence, et il est venu faire de la voile avec nous. Et comme on savait qu'il était fan de dessins animés, donc on s'est dit dessins animés, films, il aime l'eau, donc on va essayer de faire le lien. Et l'idée, ça a été justement de commencer, on a débuté en fait nos films Barrer la différence grâce à Ilé. Et on a proposé de faire ce court-métrage qui s'appelle donc Autisme et voile, tout simplement. Et à ce moment-là, le papa d'Ilé nous a dit « Mais moi, je connais quelqu'un qui fait des documentaires, Ilé le connaît, donc ce sera plus simple. » Et c'est comme ça que notre rencontre s'est faite en 2013. Absolument. Donc avant même la sortie d'ailleurs du film qui était déjà tourné, le film Ilé fait son cinéma, mais qui n'était pas encore sorti. Donc on s'est rencontrés avant. Donc on va terminer cette entrevue. Et donc, avant tout, bah oui, déjà. Donc, je voulais quand même parler de ton actu un petit peu. D'abord, le palmarès, la fin de l'année 2021, elle a été riche en émotions parce qu'il y a eu 2 prix pour 2 de tes films. Donc, d'abord, sur un film sur la Mongolie, donc qui a eu quel prix? Donc, on va te laisser dire. Alors, c'est au Voyage en Diphonique, qui est le 2e film que j'ai réalisé autour du chant diphonique en Mongolie. Donc, il a eu le prix du meilleur long métrage sur une compétition de films documentaires en Inde. Très bien, super. Et donc, on en a dit déjà 2 mots tout à l'heure. Capitaine Fantastique, qui a eu donc le prix RTBF en Belgique au festival TEF, donc festival qui est le plus grand festival sur le handicap international. Absolument. Donc voilà, bravo déjà.
Merci. Et puis dans ton actu toujours, il y a le film Entre les peuples, ton dernier bébé, qui est coproduit avec les chaînes bretonnes et France 3, qui va être projeté en avant-première à Morlaix très bientôt. Alors on n'a pas encore la date exacte. Et ce film évoque un autre type de différence, la vie de jeunes migrants et le projet fou d'une école alternative. Alors juste sans spolier, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Moi j'ai vu le film, mais j'aimerais bien que tu en dises 2 mots pour nos auditeurs. J'ai adoré ce film, encore une fois. Alors, c'est une très belle histoire d'un réseau 100% de bénévoles, militants et citoyens qui ont d'abord œuvré en envoyant des vêtements, montant une friperie pour envoyer donc des couvertures et des vêtements à Calais. Et au moment du démantèlement, donc il y a des exilés qui sont arrivés en Bretagne, et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer en contact direct. Ils sont allés le rencontrer, et même s'ils étaient hébergés dans des structures comme le Prada, on ne leur proposait absolument rien la journée, et ils avaient besoin et envie d'apprendre notre langue, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à monter une école pour les alphabétiser, leur apprendre à lire et à écrire. Et d'une école, un lieu de vie est né. Et voilà, ça fait maintenant 4 ans. Il y a à peu près 150 exilés qui sont passés par cette structure. Et c'est dans les monts d'arrêt, c'est vraiment des gens, tout l'accueil breton, des gens formidables. Oui, c'est ça. Ça va beaucoup plus loin qu'une école. Il faut vraiment découvrir aussi ce film. Alors évidemment, il y a d'autres projets en cours, mais ça, je vais pas en parler maintenant parce que t'arrêtes jamais, hein, d'accord? Mais tu es en recherche de financement, donc on peut pas en parler encore. Et pour nos auditeurs, je rappelle que je vais glisser le descriptif écrit, dans le descriptif écrit de cet épisode, tous les liens concernant les films dont on a parlé ensemble, et puis ainsi que ton actualité, comment te retrouver et te suivre sur les réseaux sociaux. Merci du coup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Salut, bonne route, et plutôt Kenavo, comme on dit chez nous en Bretagne. Merci, ravi d'avoir participé à votre émission. À tout bientôt. Salut. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler? Culture? Coup de gueule? Témoignage? Science? Surprise!